Salut, salut. Je vais faire une petite vidéo. Bon, déjà pour faire suite à la vidéo précédente, parce que j'avais dit que j'allais être une meilleure version de moi-même et que j'allais me motiver pour faire de la batterie toutes les semaines. Bon, j'ai lamentablement échoué. Mais Orban s'est fait virer hier et ça me met de plutôt de bonne humeur. Donc je fais une petite vidéo follow-up. Ouais, donc batterie zéro, meilleure personne zéro. Bon, c'est un peu naze. Bon, mais là, de toute façon, je me concentre pour me remplumer un peu, pour au cas où Bardella passe l'an prochain, pouvoir m'expatrier. J'ai un nouveau job, bon, alors c'est pas mal, ça me permet de regarder pas mal de vidéos, enfin de regarder, d'écouter surtout. Et j'ai failli avoir un autre job, j'ai eu un entretien pour de l'informatique. Et en fait, cette grosse merde de recruteur, il m'a dit qu'il prenait quelqu'un d'autre parce que le gars connaissait mieux l'écosystème Microsoft. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'administration française décide de tout basculer sous Linux. Bon, voilà. Bon, enfin, c'est un peu des nazes. Mais bon, ça m'a quand même donné l'opportunité de regarder plein de contenus informatiques, m'y remettre un peu là, et de me remettre un peu au code et tout. Et j'ai vu aussi ouais, pas mal d'autres vidéos, notamment sur la politisation. Je vous mets le lien en bas, qui est excellente. En fait, je trouve que ça fait un peu écho l'exercice petite histoire, grande histoire qui est utilisé enfin, parfois dans les trucs d'animation, d'éducation populaire. En fait, là, c'est un peu la grande histoire de comment la politique a évolué depuis les années 80 avec les think tanks, la dépolitisation un peu dans les années 2000, le monde de la fête, et puis ensuite la repolitisation après 2008, mais aussi la désinstitutionnalisation de la politique. Et en fait, bon, avec des mouvements comme Black Lives Matter ou des choses comme ça. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant avec aussi le repli sur la sphère privée. C'est vraiment hyper intéressant de voir comment des problématiques plutôt personnelles s'inscrivent vraiment dans des mouvements de fond de la grande histoire, quoi. Voilà, enfin bon, c'est vraiment à voir. Je pense que c'est n'importe quel leader politique aujourd'hui aurait vraiment intérêt à voir ce reportage d'Arte là. C'est vraiment brillant et ça pose des questions sur les nouveaux moyens de mobilisation, tout ça. Je trouve c'est vraiment intéressant. Bon, alors sinon, je fais un petit follow-up sur l'énergie. Donc, la dernière fois, je vous avais dit le photovoltaïque, tout ça, c'est super, donc c'est très bien pendant le contexte de crise en Iran. Et là, Sud-Ouest du 25 mars, ils ont publié un truc, là, je vous montre. Énergie verte, coup de frein sur la transition, les maires disjonctent. Et il y a une espèce de graphique là, le boom de la production d'énergie renouvelable en Nouvelle-Aquitaine. Avec le jaune, c'est le solaire. Et en fait, les chiffres, putain, mais j'ai regardé les chiffres, mais ils sont vraiment à la ramasse complet, c'est presque de la désinformation. 214 mégawatts en juin 2022 et projeté 1756 en septembre 2025. Ils ont vraiment pas du tout regardé les stats du développement en Nouvelle-Aquitaine. C'est beaucoup plus élevé en 2022 en fait. Ça fait un peu propagande en disant il y a trop de projets, c'est ingérable. Bon, il se trouve qu'il y a, je sais pas, une dizaine de pays, là j'ai vu un post sur les réseaux sociaux, il y a une dizaine de pays qui ont un mix de 100% d'énergie renouvelable. C'est plutôt des pays en développement, enfin des pays du Sud, ça se dit plus en développement. Mais donc je vois pas pourquoi en France le RDF et Enedis seraient incapables de gérer des taux élevés en fait de production renouvelable, notamment solaire, ça va devenir un rouleau compresseur en termes de compétitivité. Et donc, aucune annonce gouvernementale dans le contexte de crise de l'énergie avec des surprofits, tout ça, à part les pompes à chaleur. Alors, les pompes à chaleur, quand ils installent, c'est des pompes RR. Et donc, en hiver, c'est quand même moins efficace que des pompes géothermiques, puisque l'air est plus froid que la terre. Enfin, la terre à quelques centimètres sous le sol. Et donc c'est pas génial et en fait c'est plutôt les industriels qui cherchent à installer ça parce que c'est standard, on peut installer pareil partout de la pompe RR. Bon alors c'est pas mal, hein, la pompe à chaleur c'est un bon principe puisque ça a un rendement qui est plutôt bon.
Mais bon, moi j'avais fait un script Python, et là on me dit, mais Bayrou, mais qu'est-ce qu'il a branlé au commissariat au plan? Enfin, je veux dire, ils ont rien, quoi, ils ont rien foutu. Moi j'avais fait des algos pour planifier justement, en essayant d'identifier comme ça à partir d'images satellites d'algorithmes de spatiaux, tous les jardins, pour faire à la fois des stats, mais aussi précisément avoir du contenu pour de l'ingénierie publique, pour pouvoir installer des pompes géothermiques, c'est-à-dire pour avoir de la surface dans laquelle on peut aller puiser de la chaleur. Bon, mais je l'avais fait en projet perso et personne n'est trop venu me demander bon ben ouais ça serait intéressant quoi. Enfin bref, voilà et donc sur ce sujet donc de l'énergie, donc, ouais des informations et surtout ben, en fait les gens s'intéressent à l'E85 là comme d'habitude hein, donc l'éthanol produit donc, et il faut revoir la précédente vidéo hein, à partir de maïs tout ça si on remplaçait par du photovoltaïque qui ne contient pas de terres rares, hein, il faut bien le rappeler, ben, on pourrait faire tourner des voitures à l'électrique à vraiment pas cher. Mais ça demande de la planification, une vraie volonté politique. Et voilà. Donc, ouais, sur cette question, on est un peu en attente d'un peu mieux, quoi. La PPE, ils ont misé sur le nucléaire. Bon, voilà. Les arguments contre l'électrification, c'est que ça coûte des sous pour renforcer les postes sources et le réseau, mais bon, on voit qu'il y a des pays quand même qui sont à 100% d'énergie renouvelable. Voilà, bon, ben ah oui, et si quand même, donc contexte quand même de la guerre en Iran. Euh, donc, ouais, ça pose question en fait sur la bascule sur un modèle tout électrique. Je pense que les Chinois et les BRICS soutiennent un peu ces modèles-là hein, pour aller vers moins de pétrole. Mais bon, ça pose la question du pétrodollar, sachant que le dollar est calé sur le pétrole. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se jouent à ce niveau-là, qui sont, enfin, on a peu d'analyses d'experts ou de gens géopolitiques sur ces questions, mais ça serait intéressant d'avoir ouais, des analyses un peu ouais, de chercheurs ou des choses comme ça. Et sinon, le deuxième sujet, l'IA. Alors l'IA, j'ai vu que là, j'ai postulé sur un poste donc d'enseignement de l'informatique, ben, ça m'a questionné quand même, parce qu'en fait, l'IA a beaucoup évolué par rapport à moi la dernière fois que je l'utilisais. La dernière fois que je l'utilisais, c'était pour apprendre React. Je veux dire intensivement, sinon je fais parfois un prompt une fois par mois, mais j'utilise pas beaucoup. Et c'était pour apprendre le langage de programmation React. Et en fait, ça faisait beaucoup d'erreurs. C'était il y a 2-3 ans. Ça faisait beaucoup d'erreurs. Voilà, on passait un temps fou à corriger tous les bugs que produisait le truc. Et en fait, là, il y a eu un saut qualitatif énorme, hein. Dans les dernières contribs au kernel Linux, il y a des contribs IA en fait qui sont de bonne qualité. Il y a eu un saut qualitatif très très fort et en fait récent. Et notamment parce qu'un des arguments c'est le scaling is better. Enfin, en gros, plus ils font des gros modèles avec de la puissance informatique derrière aussi, ça produit moins d'hallucinations, les fameuses hallucinations. Euh, genre buvez de l'eau de Javel pour vous soigner, enfin, ce genre de truc. Et donc, ouais, donc c'est voilà. Alors, j'ai vu des trucs, notamment sur la création. Il y en a qui disent, bon, quand on a inventé la photo, les peintres se sont mis à peindre très différemment. On voit des trucs, par exemple, en musique, il y a Angine de Poitrine, là, qui cartonne. C'est un groupe qui fait beaucoup dans les demi-tons, enfin, des mélodies, en fait, qu'on entend très peu. Et en fait ouais, il y a une forme de mise en valeur en fait de ce que l'IA ou ce que la machine un peu a de la difficulté à produire. J'avais vu quelqu'un qui disait ça. Après, j'ai vu un reportage sur Deep Blue aussi avec Kasparov qui a été battu déjà il y a 20 ans et où en fait on se dit, ben, avec l'IA sur le langage, la machine sera capable de battre les meilleurs, quoi, hein. Il y a assez peu de doute là-dessus, sur la supériorité technologique et un peu dans tous les domaines. C'est déjà très très puissant en synthèse, en recherche d'informations, en production de code. Bon, il y a un truc où je trouvais que c'était pas forcément super, c'était sur la curation, parce que là je cherchais des contenus intéressants pour l'enseignement. Donc par exemple, si on prend YouTube, il y a 10 milliards de vidéos, donc c'est un ordinateur qui indexe chaque vidéo à un dixième de seconde par vidéo, ça te prend 30 ans.
Donc en fait, pour trouver du contenu, par exemple, quand on trouve en fait, on repose tout sur les algos pour nous suggérer du contenu, souvent à partir de ce qu'on aime. Mais si par exemple tu trouves une chaîne ou un influenceur tu te dis, ah ouais, c'est super ce contenu, j'aimerais bien euh, connaître tous ses amis ou les gens qu'il follow ou qu'elle follow pour avoir du super contenu aussi, parce que tu te dis, ah ça c'est une pépite. Et en fait, la recherche affinitaire comme ça, qui était le principe de MySpace, a complètement disparu pour être relayé sur les algos. Et quand on cherche de l'affinité, généralement sur YouTube, c'est des sites spécialisés où tu as les 100 meilleures chaînes sur le thème de l'éducation, par exemple. Et c'est assez limité, bon, je trouve, je me dis, sur la curation, il faut quand même du temps pour étiqueter, caractériser les contenus, tout ça. Bon, il y aurait peut-être un truc à faire. Où l'IA pour l'instant voilà, nous dépasse pas trop. Puis je pense que les gens auront envie en fait de contenu sélectionné par les humains plutôt que par les algos peut-être à un moment, je sais pas, enfin on verra. Et sinon, ouais, dans le contexte de l'enseignement, alors les LLM, j'avais noté quelques trucs qui pouvaient être intéressants. Si, ouais, voilà, si ça me permet. Euh, alors les outils en entreprise, bon voilà, il y a plein de nouveaux outils IA qui apparaissent, hein, les RAG, donc c'est du LLM local sur les contenus d'une entreprise. L'enjeu de la context window, c'est-à-dire donner le bon contexte au LLM pour qu'il produise ce qu'il faut. Il y a les agents de code, ça c'est toute l'IA agentique qui se développe. Il y a le vibe coding, donc on code plus, on a 3 mois pour coder un truc, mais on fait des prompts et c'est à partir de prompts qu'on produit du code. Il y a le spec-driven development, donc ça c'est où tu demandes à l'IA de regarder des specs et de produire. Puis ouais, il y a des nouveaux fichiers qui apparaissent dans les dépôts pour aider les IA à utiliser ce qu'il faut pour produire du code. Il y a les MCP, les skills, donc qui sont un peu des sortes de plugins qu'on peut ajouter des plugins et des API qu'on peut utiliser avec les IA. Il y a les sub-agents. Voilà, il y a toute une série de choses qui se développent très, très vite. Et en fait, pour les entreprises, le domaine du code, en fait, avec l'IA, c'est un domaine où le business model fonctionne. C'est-à-dire, ils font payer. En fait, les gains de productivité sont tellement énormes dans le domaine de la programmation informatique qu'il y a des abonnements payants. Et les entreprises souscrivent à ces abonnements. Par contre, dans d'autres domaines, c'est un peu moins, c'est un peu encore, on ne sait pas trop. Alors après, ouais, il y a un autre gars, il dit euh, déléguer à l'IA tout ce qui est faire des brouillons, de la recherche, de l'analyse, du groundwork, c'est-à-dire, alors je sais plus ce que c'était, mais et du AIM, Act Input Mission. Donc ça, c'est pour la façon de bien prompter. Et puis, il parle ouais, voilà, de grounding. Le grounding, c'est donner plusieurs exemples, donner des exemples de patterns et ralentir l'IA, voilà, en demandant de bien réfléchir longtemps et de forcer l'explicitation du travail fait. Et de agentiser les réponses. Donc là, ça, c'est pas l'IA agentique, mais c'est de lui donner un rôle, en fait, à l'IA. Euh, voilà. Ça, c'est sur la bonne utilisation. Et en fait, dans l'apprentissage, il donne un exemple. Il dit, par exemple, on étudie un truc et après, tu demandes à l'IA, fais-moi un quiz comme si j'étais un- un étudiant de lycée, puis un étudiant de fac, puis pour une interview d'un job de cadre, puis comme si j'étais un patron du domaine, quoi. Et ça permet, voilà, des utilisations. Il y a d'autres exemples après hein, d'utilisation adaptées à l'éducation. Voilà, donc transformer le LM en coach, pas en oracle, introduire des contraintes cognitives. Donc par exemple, demander aux gens de répondre avant d'utiliser le LLM, comparer sa réponse avec le LLM, expliquer les différences, corriger une réponse volontairement imparfaite du LLM. Utiliser le LLM pour générer du conflit cognitif, par exemple, le LM donne une réponse partiellement fausse. Le prof doit détecter l'erreur et demander aux uns aux autres de défendre les positions pour, contre ou quoi. Euh, donc ça peut être aussi des simulateurs de situations réelles, des sparring partners,
ils peuvent donner des feedbacks sur des productions personnelles. Voilà. Mais c'est sûr que vu la puissance de ces outils, il faudra essayer de trouver des choses. Parce qu'en fait, dans l'éducation, moi, ce que je m'étais dit, c'est que contrairement à précédemment, enfin déjà, il y a un peu un côté attrition mentale, c'est-à-dire comme pour les GPS, quand on utilise les GPS pour se déplacer, on ne sait plus utiliser une carte ou se repérer sans GPS. En fait, sans IA, on va avoir du mal à penser. Ça, il risque d'y avoir une attrition mentale si on ne les utilise pas bien. Il y a aussi le risque de... Enfin, c'est pas le risque. C'était quoi? C'était le... Ouais, le risque d'isolement renforcé, parce que bah, typiquement dans l'informatique, on ne demande pas à son collègue ou son camarade, on demande à l'IA. Et en fait, ça crée des bulles un peu de... On a son assistant et puis on demande, puisque de toute façon, quand on demande à l'IA, ça répond mieux que des humains et ça partage les trucs. C'est-à-dire que les humains, tu demandes, mais il y en a plein, ils partagent pas leurs trucs, quoi. Donc, ouais, donc ça risque de créer de l'isolement. Les gens vont plus trop se parler pour de l'information ou tout un truc, enfin tous les trucs que peuvent faire l'IA. Ouais, ça fait penser à Her ou à Black Mirror, les films là, un peu de science-fiction. On se dit que ça va créer de l'isolement. Après, ouais, l'argumentaire moi que j'avais sur l'enseignement, c'était qu'en fait, vu que c'est plus la méritocratie par le temps passé à étudier, travailler, produire des choses qui te donnent l'accès à du contenu d'éducation supérieure, enfin, qui te donne l'accès. Il n'y a plus une barrière par le temps passé à étudier ou à produire ou à faire ses preuves. Mais en fait, il y a un peu une, en fin de compte, c'est plus voilà, la méritocratie par le temps passé, mais la méritocratie par soit le hasard, mais bon là quand même les LLM, même si d'une réponse à l'autre c'est probabiliste, mais ça reste quand même assez homogène quand même, ça produit des trucs pour tout le monde, des trucs assez puissants si avec un prompt donné. Donc en fin de compte, vu le contrôle qu'il y a sur l'IA, on voit qu'il y a quelqu'un qui a prompté un truc qui allait pas là, à Strasbourg, ils ont envoyé le GIGN, donc il y a quand même beaucoup de contrôle autour de ces trucs. On se dit qu'en fin de compte, ça va être... il peut très bien y avoir de la censure, voire du ciblage de certains utilisateurs pour ne pas donner entièrement tout. Donc ça revient en fait à de l'arbitraire ou à une boîte noire en fait pour la sélection de qui aura l'accès ou pas à de la connaissance très structurée et puis surtout aura accès aux gains de productivité quoi. Si c'est pas payant, mais si c'est bon, enfin à voir quel modèle ils vont faire, mais vu qu'il y a quand même beaucoup de contrôle derrière ces trucs, ça peut créer aussi des inégalités terribles dans l'accès à du gain de productivité quoi. Et donc si tu es très lent pour faire les trucs, ben, t'es relégué et puis t'es disqualifié pour la plupart de tous les métiers, quoi. Donc c'est un peu un red flag, mais bon, ça permet quand même aussi d'accéder à une quantité de connaissances. Moi, je vois là, si quand j'étais jeune, j'avais eu accès à tous ces trucs, putain, je sais pas, beaucoup mieux maîtrisé Linux beaucoup plus tôt. Pour la musique, j'aurais trouvé des sources, enfin des trucs que je connaissais pas. Je pense qu'il y aura, enfin pour plein de trucs, Euh, ça rend quand même l'accès à de la connaissance, ça démocratise l'accès à la connaissance, quoi. Quand tu es dans le rural isolé, dans les pays du Sud ou des trucs. Et en fait, ouais, l'autre truc que je me disais, c'est que Deep Blue, ben, en fait, aux règles des échecs, il a battu les meilleurs. Mais du coup, ce qui est flippant, c'est que si les règles du jeu, c'est les règles du jeu capitaliste qui sont quand même proches du fascisme, hein, quand même, les règles capitalistes. Putain, si les IA en fait se mettent à surperformer avec les règles du jeu capitaliste, on risque de se retrouver dans une merde noire, quoi. Puisqu'elles vont tout niquer, quoi. Donc voilà, j'avais noté ça. Et puis après, ouais, les gains de productivité. Donc l'argumentaire classique, c'est souvent, voilà, c'est souvent. J'ai vu un article de Mediapart qui était super intéressant sur l'IA aussi, sur les business models en fait, où ça. Parce que l'argumentaire classique contre les IA, c'est souvent de dire que ça consomme beaucoup d'eau, de l'énergie. Mais actuellement, ce qui se joue, il y avait un article super de Mediapart où il disait euh,
les IA coûtent genre 5000 balles par utilisateur par an et ils savent pas comment ils vont rentabiliser les gains de productivité. Enfin, les milliards qui sont investis là, les milliers de milliards qui sont investis là-dedans, ils savent pas trop encore comment ils vont rentabiliser les gains de productivité. Euh, donc ça risque de produire des grandes corporations qui vont faire des méga profits, qui vont licencier à tout va. Et, et donc à tel point que les fondateurs d'OpenAI, ils pensent un nouveau contrat social. Ils parlent de nouveau contrat social avec le revenu universel, mais aussi la semaine à 32 heures sur 4 jours. Donc des trucs très intéressants sur le plan socio-économique. Mais bon, les hommes et femmes politiques sont complètement... enfin, on les entend pas du tout là-dessus. C'est un peu bizarre quand même quand il y a des gens qui parlent de nouveaux contrats sociaux. Euh, ouais, le scaling. Alors, ils investissent beaucoup, beaucoup dans plein de trucs parce qu'en fait, quand on scale avec plus de data et des plus gros serveurs, visiblement, il y a moins d'hallucinations, donc ça donne des IA meilleures. Il y a des modèles aussi avec les world models là, de Yann Lequin, il dit que ça consomme quand même beaucoup moins de puissance et ça permet de faire des trucs, d'aller dans la prévision. Donc ça, c'est la prochaine génération d'IA, visiblement, qui vont anticiper ce dont tu as besoin ou des trucs comme ça, j'imagine. Euh, voilà, alors le payant sur les business models, le payant ça marche très bien pour tout ce qui est informatique, parce que les gains de productivité sont tellement énormes que en fait les entreprises payent les abonnements. Ironiquement, je me demande si les gains de productivité, notamment en cybersécurité, ça peut être un des arguments qui est en faveur de la bascule pour Linux dans les administrations, puisque Linux devient encore plus sécurisé. Il y a comment dire, les, les vulnérabilités qu'il peut y avoir sur des contributeurs un peu isolés, seuls, en burn-out, sur des paquets, enfin des briques logicielles nécessaires à Linux. Ben, maintenant, avec le soutien de l'IA, enfin, ils peuvent surperformer pour éviter des bugs critiques sans trop d'efforts, enfin vraiment faciliter. Et alors moi, en fait, ce que je me disais, enfin, mais ça peut être un argument pour les politiques, c'est de se dire, mais finalement, ces IA, tous ces gains de productivité, ils sont possibles, mais grâce au travail gratuit, bon, d'abord aux travailleurs du clic, évidemment, comment dire, qui commentent les données, qui les étiquettent les données, tout ça, mais aussi à tout le travail gratuit des gens qui produisent du contenu gratuit sur Internet, par les réseaux sociaux, par un certain nombre par Wikipédia, par tout un tas de trucs. Donc tout ce travail gratuit, c'est ce travail qui permet les gains de productivité d'aujourd'hui. Il y a aussi des financements publics d'infrastructures. Il y avait un reportage sur Python qui disait en fait les algorithmes qui servent à l'IA aujourd'hui, c'est des siècles et des siècles de travail d'ingénieurs qui produisent ça et qui le fournissent en libre, en logiciel libre, open source et libre. Et donc c'est du travail gratuit là aussi. Donc tout ce travail gratuit qui permet les gains de productivité, je pense que c'est un peu enfin, c'est pas il y a une forme de légitimité à ce que cette libération de temps revienne aussi aux gens, quoi. Et même peut-être mieux que la semaine de 32 heures. On pourrait, enfin, je veux dire, c'est avec des. Voilà, mais on n'entend aucun homme politique ou femme politique en parler. Bon, bizarre. Et ouais, après, un autre truc qui est intéressant avec les LLM, c'est l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, c'est par exemple, si je veux migrer de Gmail à Hotmail, est-ce que j'ai un clic-bouton qui me permet d'avoir mon archive que je déplace? Ou de WhatsApp à Telegram, idem. Mais en fait, c'est une putain de galère en fait aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors que sur les LLM, ils l'ont pensé un peu dès le début. Par exemple, Cloud Code, on peut importer son historique de ChatGPT ou des trucs comme ça. Et ça, c'est quand même pas mal, je trouve, pour une fois. Et j'ai vu que l'Allemagne avait fait après avoir adopté Linux aussi assez massivement pour des questions de souveraineté, je pense, ils ont parlé de comment ça s'appelle, ouais, de faire de l'interopérable sur les formats de documents de LibreOffice, donc plutôt je crois que c'était préféré LibreOffice à, je sais plus, l'autre Office à moitié libre qui privilégiait les formats Microsoft qui n'étaient pas libres.
Et donc l'interopérabilité, voilà. Ils le prennent en tout cas comme un argument et un principe pour promouvoir un format de fichier pour la bureautique. Et je trouve que c'est un super principe, que ce serait intéressant de pouvoir l'appliquer. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, la plus grande régulation qu'il y avait eu depuis 15 ans, enfin avant qu'ils se mettent un peu à faire le RGPD et puis la dernière loi européenne sur la régulation, c'était le port USB unique pour les chargeurs. Moi, je trouvais que c'était un peu limite. Bon, j'espère qu'ils feront mieux. Voilà, voilà. Bon, et sinon, ouais, petite remarque pour les féministes. Là, je me suis réinscrit sur les sites de rencontres. Alors, mais en fait, moi, ce qui me marque, c'est la façon dont les femmes utilisent quand elles ont du pouvoir, comment elles l'utilisent, quoi. Et en fait, franchement, des fois, c'est pas beaucoup mieux que ce que les féministes reprochent aux hommes. Enfin, euh, enfin, bon, je raconterai pas dans le détail, mais genre qui te traite au téléphone, vraiment pas sympa sur le premier appel, euh, qui met en concurrence tous les gens avec qui elle match, et qui répond plus sans rien dire, qui te zappe sans rien dire. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est des comportements devenus euh, normaux presque. Enfin, on prend même plus la peine de. Alors que c'est des rencontres, normalement, les rencontres, il y a quand même de l'émotion. On investit de l'émotionnel dans le truc. On essaie d'être un peu délicat, je sais pas, faire attention à l'autre ou quoi. En fait, ces trucs de rencontre, putain, mais on traite l'autre comme des. Enfin, il y a une forme de chosification, je trouve, des gens qui est. C'est vraiment. C'est pas cool, quoi. Mais bon, voilà. Et en fait, je pense que c'est autant les hommes que les femmes, quoi. Enfin, et du coup, ouais, cette question ouais, je sais pas comment dire, du rapport de force ou du pouvoir dans la relation. En fait, quand on est en mode un peu séduction, enfin, au début ou à la rencontre, moi j'ai l'impression, et sur les applis surtout, que les femmes ont plus sont en situation de force un peu, dans le sens où elles ont plus le choix. Et enfin bref, je me disais, enfin voilà, là, je me disais sur les applis, c'est vraiment de la merde ce truc. Je comprends pourquoi j'y vais pas. Enfin, je suis retourné, mais enfin, voilà, par rapport enfin bref, voilà. Et, euh, bref, voilà. Et donc, ben voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Mais je vais quand même essayer de me remettre à la batterie. Là, vu que j'ai repris le boulot, bon, je reporte un peu, mais ça ne saurait tarder d'ici peu. Voilà, allez, à ciao, bonsoir.